pourquoi pas pour les médecins, puisque ma communication va concerner les urgences, comment dépister et analyser et prévenir les urgences au cabinet dentaire. Donc, l'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est une situation pathologique aiguë qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Par exemple, vous avez un arrêt cardiaque qui arrive. Le risque majeur, c'est que le patient décède. Donc, une urgence aiguë peut mettre en jeu le pronostic vital. Mais elle peut mettre aussi le pronostic fonctionnel. Par exemple, vous avez un patient qui vous fait un accident vasculaire cérébral, qui devient hémiplégique. L'hémiplégie, vous savez que c'est un handicap qui est majeur et que la prise en charge est très difficile, surtout dans notre pays. Donc, le patient risque d'être handicapé à vie, surtout s'il est jeune, ne pas vaquer à ses fonctions, il reste alité et vous connaissez les conséquences de tout ceci. Donc, au cours d'une carrière d'un chirurgien dentiste, au cours d'une carrière qui généralement elle est de 40 années, elle est, selon cette étude, il y a 6 situations d'urgence qui peuvent se produire au cours de cette carrière, c'est-à-dire une urgence toutes les 5,5 années. Donc, les urgences au cabinet dentaire, c'est vrai, elles sont rares. Vous voyez, selon cette étude, c'est une urgence tous les 6,5 années. Donc, c'est assez rare. Donc, le chirurgien dentiste, qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est rare, il a un faux sentiment de sécurité. Il va se dire, moi, ça ne va jamais m'arriver, je ne vais jamais avoir d'urgence. Donc, il est souvent pris de court, c'est-à-dire qu'il est étonné de voir un jour qu'une urgence n'arrive. Donc, le chirurgien dentiste, c'est quoi? C'est un professionnel de la santé. Il fait partie du corps médical. Mais ce n'est pas un professionnel de l'urgence, à l'instar du médecin réanimateur qui doit s'occuper des urgences. Donc, ce qu'on demande au chirurgien dentiste, on ne lui demande pas de faire un diagnostic complet, mais on lui demande de sauver la vie du patient et de le prendre en charge en attendant qu'un service d'urgence n'arrive. Donc, pour gérer les urgences au cabinet dentaire, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse le chirurgien dentiste? Il doit d'abord dépister l'urgence. Ensuite, il doit l'analyser. Mais de préférence, il doit la prévenir. Mais pour faire tout ceci, il doit avoir un matériel, il doit faire les gestes nécessaires pour sauver ce patient en attendant, comme je l'ai dit, que le service d'urgence n'arrive. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dépister les facteurs dentaires qui influent sur le risque pour faire face à une urgence au cabinet dentaire. Vous savez que la pratique de l'odontostomatologie, elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer, et que les techniques sont en train d'évoluer, et parfois elles sont invasives. Par exemple, vous savez qu'on est à l'ère de l'implantologie, et que l'implantologie est une pratique invasive. Elle n'est pas dénuée de risques, et justement, si le patient n'est pas préparé, le patient peut être sujet à une urgence. De plus, certaines pratiques odontologiques doivent bénéficier d'une anesthésie. Et parfois, c'est une anesthésie générale. C'est vrai que l'anesthésie générale, elle est de moins en moins pratiquée et qu'on fait appel à l'anesthésie inhalatoire, ce qu'on appelle le MEOPA. Le MEOPA, c'est un masque qu'on met sur le visage du patient. Le patient inhale un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote à une concentration de 50-50%. L'action du protoxyde d'azote, c'est une action qui est sédative et un peu antalgique. Donc, de plus en plus, on utilise cette méthode pour pouvoir diminuer l'anxiété et le stress du patient. C'est vrai qu'en Algérie, on ne le pratique pas, mais en tout cas, dans les pays développés, et peut-être même émergents, cette pratique est de plus en plus utilisée
pour essayer de parer et de prévenir les urgences au cabinet dentaire. Mais cette pratique, elle n'est pas dénuée de risques. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites et ils ont constaté que quand même, malgré cette méthode, qu'il y avait 6 fois plus d'urgences qui pouvaient survenir lorsque ces pratiques étaient utilisées. De plus, vous savez que la population est en train de vieillir et que vous avez à guérir ou bien à soigner de plus en plus une population qui est âgée. De plus en plus, le sujet âgé consulte à votre cabinet dentaire. Et vous savez que le sujet âgé, il a des pathologies cardiaques, des pathologies métaboliques, etc., etc. Et que ces sujets sont appelés à consulter et à prendre un traitement médical. Et ces pathologies et ce traitement médical peut interférer avec vos pratiques. Donc la population aussi traitée peut influer, peut être un facteur qui pourrait augmenter le risque d'apparition d'urgence au cabinet dentaire. Par exemple, vous avez un sujet de 50 ans qui est un peu obèse, qui fume beaucoup, mais vous ne savez pas s'il est hypertendu, s'il est cardiaque, etc., etc. Vous le prenez dans votre cabinet dentaire, vous faites une anesthésie qui est légère, le patient a mal et tout d'un coup, il a mal à la poitrine. Votre acte a déclenché une douleur thoracique parce que le patient n'est pas connu comme étant un insuffisant coronarien et qui ne prend pas de traitement. Donc, la population que vous êtes en train de prendre en charge est une population qui a changé. Donc, vous devez absolument, on va le voir dans la prévention, avoir tous les renseignements cliniques pour pouvoir parer à ces urgences. Donc, comment va-t-on analyser et identifier les situations d'urgence? Il y a 2 types d'urgences. Il y a des urgences qui sont relatives. Pourquoi elles sont relatives? Parce qu'elles ne mettent pas en jeu immédiatement le pronostic vital. Alors que d'autres sont des urgences absolues. Pourquoi? Parce qu'elles mettent en jeu immédiatement le pronostic vital. Alors, quelles sont les urgences relatives qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital immédiatement? Mais lorsqu'elles durent, elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Alors, vous avez les lipotymies ou le choc vagal. Vous avez l'asthme, la crise convulsive, la crise hypertensive et le diabète. On va voir le diabète, la particularité du diabète. Alors que les urgences absolues, celles qui mettent en jeu le pronostic vital, ce sont essentiellement les accidents vasculaires cérébraux qui peuvent survenir au cabinet dentaire, le syndrome coronaire aigu, le choc anaphylactique, l'œdème aigu du poumon et l'arrêt cardio-respiratoire. Pour pouvoir analyser ces situations d'urgence, qu'elles soient relatives ou qu'elles soient absolues, il faut tout d'abord analyser les fonctions vitales. Alors, vous avez 3 fonctions vitales à analyser. Dans un premier lieu, vous devez d'abord tester la fonction neurologique. En deuxième lieu, la fonction respiratoire. Et en troisième lieu, la fonction cardiaque. Alors, quelles sont les questions à se poser? Dès que vous avez un patient qui vous fait un malaise, vous avez 3 questions à vous poser. D'abord, vous vous dites, le patient, est-ce qu'il est conscient? Ensuite, vous vous dites, est-ce qu'il respire? Ensuite, vous vous dites aussi, est-ce que le cœur est en train de battre? Alors, lorsque le patient est inconscient, il perd tous ses réflexes. Et c'est ça le risque, parce qu'il risque d'obstruer les voies aériennes supérieures parce qu'il y a rejet de la langue en arrière. Et vous savez que quand la langue est rejetée en arrière, elle risque d'obstruer les voies aériennes supérieures et le patient risque de s'asphyxier. De plus, puisque le cardia il est ouvert, le liquide gastrique va remonter dans les voies aériennes et le patient risque d'inhaler le liquide gastrique et que vous savez qui peut brûler les poumons et donner ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Vous allez vous demander aussi, est-ce que le patient respire?
est-ce qu'il y a une liberté des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas toujours la langue qui est rejetée en arrière? Est-ce qu'il n'y a pas de corps étranger? D'ailleurs, il faut enlever tout corps étranger, tout entier. Et puis, ce contrôle de la respiration ne doit pas dépasser 10 secondes. Il faudra ensuite écouter les bruits respiratoires, puis mettre la main sur la bouche pour voir s'il y a un souffle ou bien si le patient respire, et puis regarder si son abdomen se soulève. Je sais que vous avez tous des miroirs, je pense que vous avez des miroirs. Vous pouvez mettre votre miroir au niveau de la bouche. Vous allez voir sur le miroir de la buée qui va se constituer au niveau de votre miroir. Là, le patient respire. Mais lorsque vous n'avez pas de buée, le patient ne respire pas. Donc, c'est probablement une urgence qui est survenue au cabinet dentaire. Vous allez aussi vous demander, est-ce que le cœur bat? Vous allez rechercher le pouls fémoral. Mais actuellement, selon les recommandations de la Société française d'anesthésie-réanimation, il n'est pas nécessaire de rechercher le pouls. Pourquoi? Parce que vous allez perdre beaucoup de temps à rechercher le pouls et que vous allez perdre le temps pour débuter les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Donc, ce que vous allez rechercher, de toute façon, je pense que tout le monde a vu ce que c'était un patient qui était entre la mort et la vie, c'est-à-dire qui a fait un arrêt cardiaque. Donc, c'est un malade qui ne respire pas, c'est un patient qui ne bouge pas, qui est pâle et bien sûr, qui n'a pas de pouls carotidien et de pouls fémoral. Mais en tout cas, selon les recommandations françaises d'anesthésie-réanimation, il n'est pas nécessaire pour déclarer un arrêt cardiaque de prendre le pouls carotidien ou le pouls fémoral parce que vous allez perdre beaucoup de temps. Alors, quelles sont ces situations d'urgence auxquelles vous allez être confrontés? Donc, on a vu tout à l'heure que vous avez des situations d'urgence qui sont relatives parce qu'elles ne mettent pas en jeu le pronostic vital et des situations d'urgence qui mettent en jeu le pronostic vital et qui sont absolues. Tout d'abord, nous allons voir le choc vagal. Le choc vagal, je pense que tout le monde a vu ce qu'est un choc vagal et c'est l'accident d'ailleurs qui est le plus fréquent au cabinet dentaire. Ces signes cliniques, il se manifeste comment le choc vagal? Il se manifeste par une hypotension, par une bradycardie. D'abord, vous avez un patient qui sent la crise venir. Il vous dit, je ne me sens pas bien, j'ai des vertiges, je vais tomber. Tout de suite, vous le mettez assis ou bien vous l'allongez, vous prenez le pouls, vous allez trouver une bradycardie, une fréquence cardiaque inférieure à 50 par minute. Si vous savez prendre la tension artérielle, vous allez avoir une hypotension artérielle, c'est-à-dire une tension artérielle systolique, c'est-à-dire la grande, inférieure à 90 mm de mercure, et la petite, elle est aussi diminuée, mais c'est surtout la systolique qui est diminuée. Pour prévenir le choc vagal, bien sûr, il faut avoir une relation médecin-malade, dentiste-malade de confiance. Il faut rassurer le patient. Parfois, lorsque le patient a des antécédents de choc vagal, ça se voit surtout chez le sujet jeune, on peut prescrire des sédatifs. Alors, le traitement de ce choc vagal, vous avez deux situations qui peuvent apparaître. Soit les signes durent ou bien disparaissent en moins de 5 minutes ou bien ils persistent après 5 minutes. Lorsqu'il disparaît en moins de 5 minutes, lorsque le patient n'a pas d'antécédent, c'est-à-dire c'est un sujet qui est jeune, qui n'est pas malade, vous pouvez reprendre les soins avec son accord. Mais s'il vous dit que je suis trop fatigué, que je ne peux pas continuer les soins, il faut qu'il retourne à domicile et prendre un autre rendez-vous. Par contre, si le patient est âgé ou il a une maladie qui est chronique, il doit être accompagné pour retourner à domicile, sinon il faudra appeler le SAMU. Lorsque les signes persistent après 5 minutes, il faudra toujours rechercher une complication, c'est-à-dire une douleur thoracique. Il faudra prendre la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Si vous avez à votre disposition de l'oxygène, c'est surtout pour ceux qui sont à l'EPH, à l'EPSP, etc. Généralement, il y a des sources d'oxygène. Donc, vous donnez de l'oxygène à fort débit. Et puis, vous pouvez aussi injecter de l'atropine à raison en sous-cutané 0,5 à 1 mg
vous lui donnez une première dose. Si la crise persiste, il faudra appeler le SAMU. Une autre situation d'urgence qui est relative, c'est la crise d'asthme. La crise d'asthme, généralement, elle apparaît au cabinet dentaire chez un patient qui est connu comme étant asthmatique. Donc, vous allez entendre des sifflements, vous allez voir que le patient vous dit « je suis en train de m'étouffer » et généralement, c'est un patient qui n'a pas pris son traitement. Donc, vous, chirurgien dentiste, quand vous avez un asthmatique que vous allez prendre en charge, il faudra qu'il prenne son traitement le jour du rendez-vous. Il ne faut pas interrompre le traitement parce qu'il risque de vous faire une crise. De plus, il faudra diminuer le stress et l'anxiété parce que le stress et l'anxiété risquent de déclencher une douleur ainsi que la douleur aiguë risquent de déclencher une crise. Alors, quelles sont les situations qui peuvent arriver lorsque le patient est asthmatique? Donc, devant chaque urgence, qu'elle soit relative ou absolue, dites-vous bien qu'il faut arrêter les soins. Donc, toutes les urgences que je suis en train de vous énumérer, il faudra tout le temps arrêter les soins. Il ne faut pas continuer les soins alors que le patient est en détresse. Il faut retirer les corps étrangers. Le patient doit être assis en position assise et puis vous allez lui donner 2 bouffées de ventoline. Alors, ces 2 bouffées de ventoline vont faire disparaître les signes ou bien les signes persistent. Lorsqu'il y a disparition des signes, le patient peut revenir à la maison avec contact au médecin traitant parce que c'est un malade qui n'a pas été stabilisé de son traitement, ou bien il faudra appeler le SAMU. Si vous avez des signes de gravité, c'est-à-dire le patient continue à s'aggraver, il va se cyanoser, il va être en détresse, là, il faudra appeler le SAMU immédiatement. Mais en attendant que le SAMU n'arrive, vous pouvez injecter de la terbutaline en sous-cutané. Une autre aussi situation d'urgence qui peut arriver au cabinet dentaire, c'est la crise convulsive. Alors, c'est une urgence qui est relative. La crise convulsive, elle se manifeste comment? Généralement, c'est des contractions généralisées avec des mouvements tonico-cloniques et le patient reste inconscient. C'est ce qu'on appelle le coma post-critique. Après quelques minutes, la crise se résout et puis le patient se réveille. Alors, les facteurs de risque d'apparition d'une crise convulsive au cabinet dentaire, c'est que le malade n'a pas pris de traitement. Donc là aussi, vous allez demander au patient à ce qu'il prenne et à ce qu'il continue son traitement, même le jour du rendez-vous, parce que le patient manque de sommeil, parce qu'il a des douleurs, parce qu'il a des problèmes, etc. Il peut vous faire une crise épileptique parce qu'il manque de sommeil. Et puis aussi, il y a la prise d'alcool qui peut déclencher une crise malgré la prise d'anticonvulsivants. Alors bien sûr, ici aussi, il faudra arrêter les soins, retirer les corps étrangers et puis éviter au contact du patient et aux alentours du patient tout le matériel qui est contendant et qui est tranchant. Parce qu'en faisant les convulsions ou bien en convulsant, le patient risque de se blesser parce qu'il est au contact de ces produits qui sont tranchants. Alors après les convulsions, le patient reste inconscient. Il faudra toujours vérifier le pouls et la respiration. Et puis, il faut mettre le patient en position latérale de sécurité. Il faut le mettre en position latérale de sécurité. Vous allez voir des images tout à l'heure, ce que c'est que la position latérale de sécurité. Il faudra aussi lui donner de l'oxygène jusqu'à la reprise de la conscience. Alors, dans ces cas, lorsque c'est la première crise, lorsque plusieurs crises se succèdent, lorsqu'une seule crise qui dure plusieurs minutes, il faut appeler immédiatement le SAMU. Il ne faut pas attendre parce que ce sont des urgences extrêmes qui mettent en jeu le pronostic vital. Une autre situation d'urgence, vous savez qu'on est en pleine transition épidémiologique et qu'il y a émergence des maladies cardiovasculaires
En Algérie, on voit beaucoup plus d'hypertendus, on voit beaucoup plus d'accidents vasculaires cérébraux, on voit beaucoup plus d'insuffisance coronarienne à cause du changement de vie et du changement d'alimentation. Donc, on voit apparaître beaucoup de sujets qui sont hypertendus. Et vous, chirurgien dentiste, vous risquez d'avoir un patient qui est hypertendu non connu, c'est ce qui fait la gravité, qui n'est pas traité. Et à l'occasion d'une douleur ou de l'anxiété, ces situations peuvent déclencher une crise hypertensive et le patient peut présenter des céphalées, des acouphènes, des vertiges, des troubles visuels et un pic hypertensif qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Alors les circonstances, vous pouvez avoir un pic hypertensif alors que c'est une malade qui est enceinte. Faites attention parce que ça peut déclencher des crises convulsives et déclencher ce qu'on appelle une éclampsie. Ça peut aussi se déclencher lorsque le patient est insuffisant rénal, lorsqu'il y a une douleur aiguë, un stress et surtout lorsqu'il y a arrêt du traitement ou le traitement n'est pas pris par le patient. Alors, lorsque le patient présente une douleur thoracique, une dyspnée ou des vomissements, d'ailleurs les vomissements peuvent être gravissimes et peuvent être à l'origine d'une hypertension intracrânienne. Et lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte, la même chose, c'est très grave parce que la patiente doit consulter immédiatement et le traitement, il doit être médical et parfois, et dans la plupart du cas, il est obstétrical. Alors, lorsque vous n'avez pas tous ces signes-là, et lorsque les signes disparaissent, le patient peut retourner à domicile et puis parfois on peut aussi appeler le SAMU. Lorsque vous avez des douleurs thoraciques, une dyspnée, des vomissements, ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte, il faut mettre le patient sous oxygène et il faut appeler immédiatement le SAMU pour qu'il le conduise aux urgences. Une dernière situation où l'urgence est relative, qu'on va voir tout à l'heure, c'est le diabète, c'est l'hypoglycémie. Alors dites-vous bien que l'hyperglycémie n'est pas une urgence. Pour vous, chirurgien dentiste, ce n'est pas une urgence. C'est l'hypoglycémie qui est une urgence. Vous devez absolument d'abord dépister une hypoglycémie et puis la traiter, vous, chirurgien dentiste. Pourquoi? Parce que le risque, il est cérébral. Vous risquez d'avoir un patient qui a des séquelles neurologiques, qui restera handicapé à vie parce que vous ne lui avez pas donné quelques morceaux de sucre. C'est une urgence quand même qui est bête. Elle est bête, pourquoi? Parce qu'on peut la résoudre avec des morceaux de sucre. Par contre, si vous la laissez pérenniser, vous risquez des poursuites judiciaires et vous risquez d'être poursuivi pour non-assistance à personne en danger, parce que vous n'avez pas reçu la formation, parce que vous n'avez pas donné les soins nécessaires à cette urgence qui est bête. On va le voir tout à l'heure. Maintenant, nous allons passer aux urgences absolues, c'est celles qui mettent en jeu le pronostic vital immédiatement. Donc, vous avez d'abord l'accident vasculaire cérébral. Je vous ai mis une photo de Diouf parce qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Et cet accident vasculaire cérébral, la même chose que pour l'hypertension artérielle, vous savez qu'on est en pleine transition épidémiologique, donc l'accident vasculaire cérébral fait partie des accidents cardiovasculaires qui sont actuellement de plus en plus croissants. Par exemple, quand j'étais à Beni-Messous, on recevait des accidents vasculaires à raison de 2 à 3 par semaine. Alors vous imaginez l'ampleur de la prise en charge de ces accidents vasculaires cérébraux. C'est quand même des malades qui sont de plus en plus jeunes et qui restent handicapés et qui ont des séquelles neurologiques qui sont très importantes. Alors, comment peut se manifester cet accident vasculaire cérébral au cabinet dentaire? Il peut se manifester par une simple paralysie faciale, c'est-à-dire vous avez la bouche, la lèvre qui tombe d'un côté. Vous pouvez avoir un déficit moteur, des difficultés de langage et des pertes de l'équilibre. Généralement, ce sont des patients qui ont des antécédents cardiovasculaires ou bien des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faudra arrêter les soins
Bien sûr, il faudra retirer toujours la même chose, les corps étrangers. Il faut mettre le patient en position allongée, desserrer le col, puis il faudra appeler le SAMU. Pourquoi il faut appeler le SAMU immédiatement? Parce que dans l'accident vasculaire cérébral, vous avez deux types. Vous avez l'accident vasculaire cérébral hémorragique et l'accident vasculaire ischémique. Il faudra faire le scanner immédiatement pour que le patient puisse bénéficier d'un traitement curatif. Alors le traitement curatif, il ne se fait que pour l'accident vasculaire ischémique. Cet accident vasculaire, il est dû à une obstruction d'un vaisseau, dû généralement à un caillot de sang. Et actuellement, il existe un traitement médical curatif qui sont les thrombolytiques. C'est-à-dire, ce sont des médicaments qui vont faire fondre ce caillot sanguin. Mais ils ne peuvent agir que si l'accident vasculaire cérébral a moins de 4 heures et demie. Donc, si vous avez un accident vasculaire cérébral, il faut tout de suite appeler le SAMU pour qu'il fasse un scanner pour pouvoir identifier le type d'accident vasculaire cérébral. Est-ce qu'il est hémorragique? Est-ce qu'il est ischémique? S'il est hémorragique, le patient va être hospitalisé immédiatement dans un service de neurologie ou dans un service de réanimation. Si c'est un AVC ischémique, un accident vasculaire cérébral ischémique, il doit faire une IRM ou bien une angiographie. Maintenant, on fait l'IRM. Et puis, si l'accident vasculaire cérébral a moins de 4 heures et demie et s'il n'y a pas de contre-indication au traitement thrombolytique, il doit bénéficier d'un traitement thrombolytique. Tout ceci va lui permettre de récupérer de son handicap s'il y a handicap. Une autre situation d'urgence qui peut survenir aussi dans votre cabinet dentaire, c'est le syndrome coronaire aigu. Une douleur thoracique peut survenir au cabinet dentaire. Donc c'est un patient qui a une douleur, comme vous le voyez ici sur l'image, qui a une douleur thoracique qui le serre, qui irradie vers le bras, le mandibule, et c'est une douleur qui peut être inopinée, d'apparition brutale, ou bien à l'effort. Alors cette douleur, elle peut apparaître soit dans la salle d'attente. D'ailleurs, toutes ces urgences peuvent apparaître soit dans la salle d'attente, sur le fauteuil et même après les soins. Donc faites attention, si vous avez un patient qui a des facteurs de risque pour qu'une urgence puisse apparaître, gardez-le quand même quelques heures dans votre cabinet dentaire pour pouvoir le surveiller, ou bien il faudra l'envoyer aux urgences pour qu'on puisse le surveiller correctement. Alors, les facteurs de risque de ce syndrome coronaire aigu, généralement, c'est des patients qui fument, qui sont hypertendus, qui sont parfois diabétiques et qui ont une hypercholestérolémie. Alors, vous, s'il y a une douleur thoracique qui survient au fauteuil, qu'est-ce que vous devez faire? Bien sûr, toujours la même chose, il faudra arrêter les soins, retirer les corps étrangers, mettre le patient en position allongée ou assise, comme il veut, parce qu'il a tellement mal qu'il ne voudra jamais, qu'il ne voudra pas s'allonger. Il voudra plutôt s'asseoir. Donc, lorsque le patient n'est pas coronarien connu ou n'a pas de traitement, il faudra appeler immédiatement le SAMU parce qu'ici aussi, il peut bénéficier d'une thrombolyse si c'est un infarctus du myocarde déclaré et qu'il a moins de 6 heures. Là, c'est 6 heures. L'accident vasculaire cérébral, c'est beaucoup plus court, c'est 4 heures et demie. Lorsque le patient est coronarien connu, qu'il a un traitement, lorsqu'il a une tension artérielle qui est supérieure à 10 mm de mercure, on peut lui donner de la trinitrine en spray. Une autre situation d'urgence aussi qui peut apparaître au cabinet dentaire qui est gravissime, c'est le choc anaphylactique. Alors le choc anaphylactique a plusieurs étiologies. Ça peut être ce choc anaphylactique peut être dû à des allergènes qui peuvent être le latex. Vous savez que beaucoup de produits contiennent du latex. Par exemple, vous avez la digue. La digue que vous utilisez, elle est à base de latex. Donc, si vous la mettez au contact de la bouche du patient et que le patient est allergique au latex, il peut vous faire un choc anaphylactique. Vous avez aussi certains médicaments que vous utilisez, les antibiotiques, peuvent être à l'origine d'un choc anaphylactique. Et puis certains aliments peuvent aussi, lorsqu'ils sont ingérés, déclencher un choc anaphylactique. Alors quels sont les signes cliniques du choc anaphylactique?
vous avez généralement le patient présente un malaise avec un prurite, un urticaire, c'est-à-dire c'est une éruption cutanée qui peut être généralisée. Ce qui fait la gravité, c'est l'apparition de la dyspnée. La dyspnée, c'est ce qu'on appelle l'œdème de Quincke, qui peut être à l'origine d'une asphyxie parce qu'il y a une inflammation des voies aériennes supérieures. C'est ce qui fait la gravité du choc anaphylactique. Surtout s'il s'associe à un collapsus qui est dû à une hypotension parce qu'elle est due à une vasodilatation du système vasculaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Ne me dites pas que dans le choc anaphylactique, moi j'ai donné du corticoïde parce qu'à chaque fois je l'entends. J'ai donné des corticoïdes, le choc anaphylactique c'est résolu. C'est tout à fait faux. Le traitement de prédilection du choc anaphylactique, c'est l'adrénaline. Ce n'est pas les corticoïdes, ce n'est pas le remplissage. Le traitement de l'œdème de Quincke, c'est l'adrénaline. Ce n'est pas les corticoïdes. Les corticoïdes, ils ont une action sur l'inflammation. Ils ne commencent à agir que 4 à 6 heures. Donc, le traitement de prédilection, le traitement de choix du choc anaphylactique, c'est l'adrénaline. Une autre situation aussi, lorsque le patient n'est pas stabilisé, c'est l'œdème aigu du poumon, qui est une urgence absolue. Ce sont des patients généralement qui ont des antécédents cardiaques. Ils présentent une dyspnée aiguë avec une toux et expectoration hémoptoïque mousseuse, tachycardie, des râles crépitants. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas sorti, mais en tout cas chez moi, c'est sorti. Des râles crépitants que vous entendez déjà lorsque le patient présente un œdème aigu du poumon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ici aussi arrêter les soins, retirer les corps étrangers, mettre le patient en position assise. Il faudra appeler le SAMU, donner de l'oxygénothérapie. Ici aussi, si la tension artérielle est supérieure à 100 mm de mercure, il faudra donner de la trinitrine, qui est un vasodilatateur qui va diminuer l'eau qu'il y a dans le poumon. L'arrêt cardio-respiratoire, dernière situation d'urgence absolue, qui est une urgence qui est extrême. C'est vrai que c'est un accident ou bien un incident qui est très rare, mais en tout cas, ça peut arriver. Alors, comment vous faites le diagnostic d'un arrêt cardio-respiratoire du patient qui vient au cabinet dentaire? D'abord, c'est un patient qui est inconscient, c'est un patient qui ne respire pas et qui a le cœur qui ne bat pas. Ce sont ces trois situations auxquelles vous allez faire le diagnostic d'arrêt cardio-respiratoire. Donc, comment vous allez prendre en charge cet arrêt cardio-respiratoire? Vous pouvez avoir deux situations. Soit vous avez un défibrillateur. Je sais que dans tous les cabinets, il n'y a pas de défibrillateur. Vous savez qu'en France, maintenant, même dans les salles de cinéma, on a mis des défibrillateurs, même dans le train. On a mis des défibrillateurs qui peuvent être utilisés par le grand public. Peut-être qu'un jour, en Algérie, ça va arriver. Mais en tout cas, ils vont commencer, je pense, par les cabinets dentaires. Donc, vous avez deux situations. Soit vous avez un défibrillateur, soit vous n'avez pas de défibrillateur. Si vous n'avez pas de défibrillateur, vous avez une victime qui ne répond pas. Vous appelez à l'aide. Vous libérez les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire vous subluxez la tête. La victime, vous remarquez qu'elle ne respire pas. Vous appelez le SAMU. Vous commencez immédiatement le massage cardiaque à raison de 30 compressions pour 2 insufflations, c'est-à-dire vous comprimez le thorax et vous donnez de l'air par votre bouche dans la bouche du patient à raison de 2 insufflations. 30 compressions, 2 insufflations. 30 compressions, 2 insufflations, jusqu'à ce que les médecins du SAMU n'arrivent. Si vous êtes fatigué, il vaut mieux être 2 aides. Comme ça, il va vous relayer. Ne soyez jamais seul. Si vous avez un défibrillateur, que le patient est inconscient, il faudra appeler à l'aide. Il faut libérer la même chose, les voies aériennes, et puis vous commencez le massage cardiaque pendant 2 minutes. Vous mettez les palettes du défibrillateur. Si
le défibrillateur vous dit que vous pouvez choquer le malade, vous allez choquer le patient. Il faut donner un seul choc. Et puis, il faudra reprendre le massage cardiaque pendant 2 minutes. Si le défibrillateur vous dit qu'il ne faut pas défibriller, immédiatement, vous faites le massage cardiaque à raison de 30 compressions pour 2 insufflations. Bien sûr, toutes ces situations d'urgence ne peuvent pas être correctement prises en charge si vous ne mettez pas à jour les techniques et les gestes d'urgence. Par exemple, le massage cardiaque, il faut faire le massage cardiaque sur un plan dur. Donc, il faut faire descendre votre patient du fauteuil. Si le patient est trop lourd et que vous êtes tout seul, mettez quelque chose de dur entre le patient et le fauteuil, et puis vous pouvez commencer le massage cardiaque sur le fauteuil. Mais l'idéal serait de faire le massage cardiaque par terre sur un plan dur. Alors le massage cardiaque, il se fait à raison de 30 compressions pour 2 insufflations avec une compression de 4 à 5 cm, pas plus. Ce n'est pas la force qui compte. C'est la constance de votre massage cardiaque et il faut que le massage cardiaque se fasse de 4 à 5 cm. Bien sûr, parfois, lorsque le patient il est inconscient et qu'il respire, on peut le mettre en position latérale de sécurité, comme ici. Donc ici, regardez comment on met le patient en position latérale de sécurité. Il faut qu'il soit allongé sur le dos. Après, il faudra mettre sur le côté, comme ceci, le patient. Et puis, par la suite, il faudra mettre la main sur la joue et le patient sur le côté. Ceci, c'est pour que le patient ne vomisse pas et qu'il ne réinhale pas les sécrétions et les vomissements dans ses poumons. C'est pour ça qu'on l'appelle position latérale de sécurité. Vous avez aussi la position de Trendelenburg. Tout à l'heure, vous avez vu le choc vagal. Je vous ai parlé d'atropine, mais je ne vous ai pas parlé sciemment de position latérale de Trendelenburg. Mais normalement, lorsque vous avez un choc vagal, il faut mettre le patient en position Trendelenburg, c'est-à-dire la position les pieds en bas et la tête, les pieds en haut et la tête en bas. C'est pour favoriser la circulation du cerveau parce qu'il y a une hypotension, une hypoperfusion cérébrale. Vous avez aussi la manœuvre de Heimlich qu'on pratique lorsque le patient inhale un corps étranger. C'est pour pouvoir créer une pression sur l'œsophage et rejeter le corps étranger à l'extérieur. Bien sûr, il faudra associer à ces gestes d'urgence un matériel qui est fonctionnel vérifié, ainsi que des médicaments. Donc, il est recommandé, il n'est pas encore indispensable, mais en tout cas, il vaudrait mieux avoir dans votre cabinet dentaire un tensiomètre, un lecteur de glycémie capillaire pour pouvoir identifier l'hypoglycémie. Un saturomètre, c'est un appareil qu'on met sur le doigt et qui va nous donner la saturation artérielle en oxygène. C'est pour pouvoir identifier les situations de dyspnée et de détresse respiratoire. Il vaut mieux avoir aussi le matériel pour une oxygénothérapie, c'est-à-dire une bouteille, un ballon réservoir d'oxygène, un masque et avec une valve expiratoire. Bien sûr, vous allez me dire qu'il ne nous est pas permis de pratiquer les injections intramusculaires et sous-cutanées intraveineuses. Mais en tout cas, vous pouvez avoir, par exemple, une assistante dentaire qui peut avoir eu une formation pour les injections et puis elle peut vous injecter les médicaments que vous préconisez lorsque une urgence survient au cabinet dentaire. Bien sûr, si c'est possible, c'est bien d'avoir aussi le défibrillateur. Les médicaments qui doivent être disponibles dans votre trousse d'urgence, vous devez avoir de l'aspirine, de l'atropine pour juguler un choc anaphylactique, de l'adrénaline qui est le traitement de prédilection du choc anaphylactique, le glucagon pour pouvoir traiter une hypoglycémie, la terbutaline pour l'asthme, la trinitine lorsque vous avez une douleur thoracique qui survient au cabinet dentaire. Voici une liste de matériel nécessaire, mais pas indispensable, que vous pouvez avoir
au cabinet dentaire, tensiomètre, etc. Ce sont le matériel que je vous ai énuméré. Et vous avez les médicaments aussi qui sont nécessaires. Bien sûr, je ne cesserai de répéter l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc la prévention est essentielle pour parer à ces urgences qui surviennent au cabinet dentaire. Donc c'est l'élément clé de la prise en charge des urgences. D'abord, il faudra apprécier le risque médical. Il faudra l'apprécier comment? D'abord, en évaluant l'état de santé du patient, en déterminant le risque médical, en appréciant le degré d'anxiété et en réduisant le stress. Comment va-t-on évaluer l'état de santé du patient? En identifiant bien sûr les problèmes médicaux et les médicaments qu'il prend, c'est-à-dire qu'il faudra identifier les antécédents du patient et tous les médicaments qui sont prescrits par le médecin traitant, sans omettre les anticoagulants, l'aspirine, tout le traitement sans aucune omission. Bien sûr, cette évaluation de l'état de santé permettra d'établir une relation de confiance entre le médecin, le malade, entre le chirurgien dentiste et le malade. Et puis, elle se base sur quoi? Elle se base sur un questionnaire médical. Généralement, c'est un questionnaire qui est pré-rempli. Je n'ai pas eu le temps de vous mettre un questionnaire type, mais en tout cas, je suppose que beaucoup de chirurgiens dentistes ont dans leur cabinet dentaire un questionnaire qui est pré-rempli selon les antécédents, le traitement que le patient prend. Bien sûr, il faudra aussi déterminer le risque médical. Alors, comment on détermine le risque médical? Par la classification ASA, la classification de l'American Society of Anesthesiology. C'est une société qui a déterminé plusieurs classes et ces classes vont nous permettre de déterminer le risque anesthésique, le risque chirurgical, et c'est ainsi qu'on pourra limiter les complications qui peuvent survenir. Alors le risque ASA, normalement vous en avez 5. Je ne vous ai mis que 4 parce que le chirurgien dentiste ne peut être concerné que par ces 4 classes ASA. Donc vous avez la classe 1, c'est un patient qui n'a pas d'affection systémique, donc il n'y a aucune précaution à prendre chez lui. La classe 2, ce sont des patients qui sont médicalement stables, c'est-à-dire vous avez un hypertendu, un asthmatique qui est stable, qui ne fait plus de crise, qui prend son traitement correctement, ou bien qui a une affection systémique légère à modérée. Alors, pour ces patients-là, il faudra prendre des précautions classiques, mais il faut avoir quand même beaucoup de bon sens. Si le patient risque de faire un problème, s'il y a seulement un risque, il faudra l'envoyer chez le médecin traitant. Pour les patients qui sont de classe ASA 3, ce sont des patients qui sont déstabilisés, qui ont des affections systémiques sévères, par exemple un insuffisant coronarien, qui a encore des douleurs thoraciques, c'est un patient qui est classé classe 3. Donc, il faudra prendre les précautions identiques que pour la classe 2, mais après avoir demandé une consultation médicale. Quant aux patients qui sont de classe 4, ce sont des patients qui ont un risque qui est vital. Un patient qui a présenté un infarctus dans le mois qui a précédé votre consultation, c'est un patient que vous pouvez considérer comme un patient de classe 4. Donc, il faudra l'envoyer en consultation médicale spécialisée, elle est obligatoire, et puis les soins de préférence, ou bien ils doivent être faits en milieu hospitalier. Bien sûr, il faudra aussi apprécier le degré d'anxiété. Vous savez que tout le monde a peur des dentistes. Moi, pour aller chez le dentiste, je vous assure qu'il me faut 1 semaine pour aller chez le dentiste. Rien qu'à entendre le bruit de la fraise, ça me donne des frissons et j'ai des tachycardies. Donc, je me demande les autres patients comment ils font. En tout cas, l'anxiété, elle peut décompenser un patient qui est stable. Et par exemple, un patient qui est asthmatique ou qui a une angine de poitrine, la douleur peut déclencher une crise. Donc, il faudra rassurer les patients, il faudra quand même entreprendre une psychothérapie et parfois un traitement médical pour une sédation. Et je terminerai par la réduction du stress qui doit se pratiquer en pré, en per, en post-opératoire. Pour les patients qui sont ASA 1, il faudra les prémédiquer lorsqu'il est nécessaire, par exemple par de l'atarax. Et
bien sûr, il faudra limiter l'attente. Il ne faut pas le laisser attendre des heures et des heures. Il faudra limiter l'attente. Et bien sûr, il pourra nécessiter une sédation par le mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote, ou bien par une sédation intraveineuse. Et puis, il faudra aussi identifier la douleur post-opératoire pour lui donner le traitement approprié. Pour les patients qui sont ASA 2, 3 ou 4, il faudra avoir les mêmes modalités. Bien sûr, il faudra demander une consultation médicale pour être sûr que le patient est stable. Et puis, de préférence, si vous avez un monitorage pour la surveillance du patient en péri- et en post-opératoire, ça serait bien. Pour les formes sévères d'anxiété, il vaut mieux traiter les patients à l'hôpital, en milieu hospitalier. Et je terminerai par cette conclusion. Donc, le dentiste doit identifier les situations à risque et anticiper l'urgence. Les urgences au cours desquelles le dentiste peut améliorer considérablement le pronostic concernent les crises d'asthme, parce que vous pouvez donner un traitement. L'hypoglycémie, il faut donner du sucre et la crise se résout. Et le choc anaphylactique, vous donnez de l'adrénaline. Normalement, le choc anaphylactique rentre dans l'ordre. On ne peut pas prédire, par contre, l'apparition d'événements engageant le pronostic vital tels que l'arrêt cardiaque, mais leur gestion fait partie de la formation standard en réanimation. Nous, le premier cours qu'on fait, c'est la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire. Mais cette prise en charge ou bien secours doit être entrepris aussi par l'équipe dentaire qui doit connaître tous les gestes d'urgence pour parer aux urgences qui peuvent survenir au cabinet dentaire. Et je vous remercie. Honorable assistance, chers confrères,